Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage philosophique et humoristique sur les traces de Christopher McCandless, le héros du film Into the Wild. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo d'un genre un peu particulier dans le sens où il y aura peut-être un petit peu moins de contenu visuel, un peu plus de théorie. Je pense à un certain nombre de concepts que j'aimerais évoquer durant cette vidéo sur la conception du voyage et de la notion de vie sauvage. Mais on va quand même effleurer la question tout au long de cet épisode. Et pourquoi est-ce qu'on va l'effleurer tout au long de cet épisode? Pour une raison bien simple. Parce que, Ouais, bah vas-y. tout simplement parce que nous avons essayé de marcher dans les pas de Christopher McCandless, qui est le héros du film qui a été tourné par Sean Penn et qui s'appelle Into the Wild. Alors c'est un film qui a un côté film culte, hein. On rappelle qu'un film culte, c'est pas forcément un blockbuster en termes de nombre de vues, mais c'est un film qui accède à un statut particulier parce que son message est particulièrement significatif d'une époque ou d'un genre particulier, d'un style particulier, d'un moment historique ou d'un type humain. Et Into the Wild est devenu un film mythique du voyage. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé dans la vie réelle de Christopher McCandless et dans la vie fictive ou semi-fictive qui en a été relatée, et puis d'élaborer un certain nombre de réflexions par rapport à ça. Alors ça se passe où déjà géographiquement? Ce n'est pas dans le parc de Denali, mais c'est vraiment tout près, ça jouxte le parc de Denali. Il y a deux capitales pour ainsi dire à l'immense état d'Alaska. Il y a la capitale économique qui est Anchorage, et puis il y a la capitale plus administrative et universitaire qui est Fairbanks. Et donc on s'élève, on monte encore vers le nord. Et il y a des très beaux paysages, alors très verdoyants parce qu'on avait du soleil avec nous et avec toujours l'eau présente qui fait des effets miroirs. Et puis des bluebonnets qui sont en fait des fleurs qu'on retrouve dans une très grande partie de l'Amérique du Nord sous différentes espèces, je crois. Et là, bah, ça donne une touche un peu violette hein, qui s'ajoute au vert et au bleu du paysage, donc c'est très joli. Pourquoi ça Et s'appelle des bluebonnets? parce que c'est bleu comme un bonnet. Non, Ah. pas loin. Ça a Parce une que forme de bonnet de nuit. pas de bonnet de nuit, de bonnet des pionniers, comme dans la petite maison dans la prairie. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle des bluebonnets et c'est très joli. Et les champs de bluebonnets, bah, c'est un peu comme des champs de lin chez nous, c'est-à-dire que c'est bleu, violet. Et là, c'était drôle parce qu'il y avait plein de gens qui s'arrêtaient pour faire des photos dans les bluebonnets. On peut ajouter à ça qu'il y a un élément graphique dynamique qui est le vent. Souvent le vent joue dans les bluebonnets et donc ça donne un petit peu des sortes de fresques. Des fresques mobiles qui sont. Et ensuite, on aurait bien aimé aller voir des macareux. Les macareux sont accessibles dans un parc qui entoure le village de Seward. Ça représente un petit pas de côté par rapport à la route principale. On n'a pas gardé un souvenir particulier de cet endroit. Pour nous, ces fjords Évidemment, ont tendance à se on ressembler est un allé peu. directement à l'Office Center demander si on pouvait aller voir les macareux. Ils nous ont dit ah oui, 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 oui. Et ils nous ont montré à quelle distance ils étaient. Alors, non seulement il fallait payer l'excursion, mais on savait que ça allait pas nous convenir à nous parce que les macareux auraient été tout petits. Donc, bah, on a juste traversé le village, qui était un joli village de montagne. Oui, et puis ensuite, donc, on traverse à nouveau Anchorage et puis on se dirige vers Fairbanks et le parc de Denali. Alors Denali, c'est un mot indigène, hein. C'est un nom indigène qui a remplacé le nom que moi je connaissais en fait il y a 30 ou 40 ans ou plus, je ne sais pas. Enfin, quand j'avais appris la géographie de l'Amérique du Nord, et c'est la même chose que le mont McKinley. Donc c'est la montagne la plus haute d'Amérique du Nord, aux alentours de 6000 mètres d'altitude. Et c'est une montagne qu'on voit de loin, hein, au bord de la route. On ne peut pas vraiment l'approcher. Il est rare qu'on puisse la voir. On a eu la chance de l'aborder sous un ciel dégagé. Et donc d'avoir une vue. D'ailleurs, il y avait des tas de locaux qui s'empressaient de prendre des photos en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, la chance que vous avez, on voit le Denali, on voit le Denali. » Je pense que on devait être à 20 ou 30 km, mais il est tellement massif. Et il est en fait au centre aussi d'une chaîne qui est un peu
pas isolé complètement au centre de la plaine, mais enfin qui est quand même ramassé, entouré, qui entoure le Denali. Donc c'est un assez beau spectacle, même s'il est fort distant. Bon voilà, c'est fait. Nous venons de voir le mont McKinley, renommé le mont Denali. C'est la plus haute montagne d'Amérique du Nord et après le mont Everest et l'Aconcagua. C'est la 3e fois que nous voyons le sommet d'un continent et sans doute la dernière. Et puis après, donc, on s'est dirigé into the wild, hein, pour reprendre l'expression et le titre de ce fameux film. Alors, on a fait une sortie au parc de Denali. Le parc de Denali, c'est un parc qui entoure toute cette zone. Une excursion qui ne va pas nous laisser un souvenir impérissable. C'est une randonnée. Petite rando dans le parc Denali. Petite, hein. Elle fait 6 km, c'est la plus connue de toutes et c'est celle qui soi-disant permet de voir des animaux. Pour le moment, on n'en a pas vu. Et pour le coup, moi, j'aime pas trop. Enfin, je suis pas très rassurée. Alors, il me dit qu'on craint rien. On a quand même nos bear spray. Mais honnêtement, là c'est l'environnement des ours quoi. Alors il est dit qu'il faut qu'on parle fort, ce qu'on fait. On a vu des gens qui avaient une enceinte avec de la musique. Mais s'il y en a un qui déboule du bosquet là, on peut rien faire quoi. Là c'est hyper bien pour eux. Autant j'avais pas peur quand on est allé au lac Clark parce que la vue était dégagée. Regarde s'il y a un ours qui arrive. Tu vois ? Ouais, bah. Tac, pour le finir. Bon, alors moi j'ai un commentaire. Oui. C'est vraiment très simple. Oui. C'est Into the Wild Eco Plus, ce truc-là. Parce que on est dans le même pays que Into the Wild, mais on est dans un endroit qui est aménagé. Quand tu regardes, en fait, il y a des randonneurs qui sont là un peu partout. Et en fait, c'est Into the Wild Macache. Il n'y a rien du tout de Into the Wild là-dedans. Into the Wild, c'est pas loin, c'est à 1 ou 2 km. Mais sur cette piste-là, non, j'y crois pas. Mais ce qu'on voit sur cette présentation, c'est que le parc Denali, il est quand même très largement organisé autour d'une chaîne de montagnes, qu'on voit d'ailleurs très bien du ciel et même de l'espace, parce qu'elle est couverte de neige en partie éternelle. Mais surtout que le mont McKinley, Denali maintenant, il domine vraiment à lui seul. Il a peut-être une montagne légèrement jumelle sur la gauche ici. Mais sinon c'est vraiment une chaîne aussi, dans le sens étirement en longueur, hein, et que c'est très très grand et qu'on visite quand on est dans le parc national, hein, même si on faisait toutes les randonnées proposées, on n'en visite qu'une infime partie. Qui nous a laissé un peu sur la même impression que celle qu'on avait déjà avant de l'entamer, à savoir qu'on ne comprend pas très bien l'esprit des randonneurs fous. C'est-à-dire des randonneurs qui randonnent, comme si leur vie en dépendait et qui on a l'impression que c'est leur horizon de vie, c'est de randonner toujours plus. Mais t'exagères. Non, évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur de notre part. Disons que nous-mêmes, nous ne sommes pas des randonneurs. On aime se promener à l'occasion, mais on a eu le sentiment que c'était une très belle balade. Moi, c'est un bon souvenir, mais qui est, somme toute, assez peu distinct d'autres randonnées qu'on a pu faire. Et c'est pas le fait qu'on soit à ce point dans le Grand Nord qui change grand-chose, parce qu'à cette époque de l'année, en plein été, il faisait très chaud, et donc on n'avait pas non plus un sentiment d'être dans un climat arctique particulier. On ne pourra pas dire qu'on n'a rien vu parce que ici là il y a un petit écureuil. Il est chaud. Alors il se met à l'ombre. Tu bouges pas mon coco, je ne te touche pas. Hein? Mais t'es tout mignon, dis donc. Bah alors. Et pour donner une idée de l'étendue du parc, donc on voit là l'ensemble du parc Denali, et on va montrer maintenant ce que nous on a fait. On se rapproche ici. On a fait quelque chose qui ressemblerait peut-être à la largeur de mon ongle d'index qui va de là à là, en gros. Pas plus que ça. Et ça nous a pris environ 3 heures de marche. Donc c'est une belle randonnée qui permet de prendre un petit peu de hauteur, et c'est à peu près tout ce qu'on a à en dire.
Et donc après cet épisode de visite presque touristique au sens strict de Denali, où on était entouré de centaines d'autres touristes comme nous, là on a voulu approfondir la question de Into the Wild. Et c'était rendu assez facile par le fait que non seulement le personnage de Christopher McCandless, mais le bus 142 qu'il a habité sont devenus un peu mythiques, à tel point que le bus 142 est un point Google. Il figure, si vous zoomez suffisamment sur Google Maps, vous allez trouver le bus 142 qui a d'ailleurs disparu, puisqu'il n'est plus à cet endroit-là. Mais il y a toute une sorte de mythe qui a été à la fois créé par le film, et ensuite qui a été rejoué un peu comme, vous savez, il y avait des amateurs de cinéma qui rejouaient Little Shop of Horrors, et puis qui revenaient, et puis qui jouaient le rôle des personnages. On a la même chose avec Star Trek. On a un petit peu la même chose avec Christopher McCandless. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à marcher dans les traces de Christopher McCandless. Donc on a fait que, comme eux, avoir une approche un petit peu mimétique, à tel point que d'ailleurs, il y a eu trop de personnes qui ont voulu reprendre le chemin de Christopher McCandless, et qu'on a fini par retirer à la fois le bus et puis même le balisage de la piste pour éviter que par un simple mimétisme, cette piste route il y a eu quelques devienne morts, trop empruntée. Et puis le bus était devenu dangereux parce qu'il était complètement rouillé, il y avait des vitres qui étaient cassées. Alors c'était devenu un lieu culte, c'est-à-dire que les voyageurs, enfin les randonneurs, marchaient plusieurs jours pour atteindre ce fameux bus, et dedans laissaient des médicaments, de la nourriture pour les randonneurs futurs. Mais c'était devenu trop dangereux, donc ils ont décidé d'héliporter ce bus et de l'emmener en réparation quelque part, où on vous dira tout à l'heure. On va d'abord peut-être parler de Christopher McCandless. Oui, alors on va suivre la route de Christopher McCandless, en même temps qu'on va vous raconter un peu son histoire. Et là on arrive à Stampede Road, qui mène à Stampede Trail. On est sur Alaskan Highway, donc sur ce qu'ils appellent l'autoroute, en fait c'est la grande route. Et maintenant on peut prendre sur une certaine distance une route qui est encore bien goudronnée, on le voit, qui va mener à une piste qui, elle, ne sera plus. Et c'est là que Chris est mort, un peu plus loin, mais on mettra le kilométrage exact, mais à partir d'ici, je crois que c'est au maximum une cinquantaine de kilomètres. Je vais vous faire partager mon quotidien un peu, parce que je m'attends au pire. Il vient de me dire, bon, imagine une carte plate. Mais c'est ça toute la journée. Alors, quoi mon Manu? Oui, j'imagine une carte plate. Alors, déjà il faut le contexte. Ouais. Nous sommes en train de circuler sur Stampede Road. Donc on va into the wild. D'accord? Ça c'est pas contestable. Non. On va into the wild. Parce que là c'est pas très compliqué. Parce que c'est pas tellement into the wild jusqu'à présent. Et c'est une question qui me taraude. Mais écoute-moi Emmanuel, c'était en 92. Ouais, je suis d'accord, il y a 30 ans. Bah oui, il y a 31 ans. La problématique est la même. Mais j'ai cette problématique en tête depuis l'Afrique. En fait, depuis... Peut-être avant, mais je l'ai formalisé un peu mentalement. Quand on était à Lion and Cheetah Sanctuary. Ouais. Tu t'en souviens? Bah quand même, oui. Parce qu'il y avait aussi ce mythe. C'était quand même une sacrée expérience. Si j'avais oublié, il faudrait t'inquiéter. Bon, mais il y avait aussi ce mythe du wild. La vie sauvage que eux situaient dans un ailleurs qui n'était pas le nord, l'Alaska, etc. Pour eux, c'était plutôt le Botswana, la Zambie, ce genre de choses. Et moi, j'ai commencé à m'imaginer les choses de la manière suivante. Au départ, les hommes étaient plongés dans la nature. C'est les hommes préhistoriques. Hein. Oui. Bon, ils sont plongés dans la nature. Ils ont peur, c'est normal. Ils essaient de se protéger. Ils mettent des broussailles autour d'eux, là, comme le font les Maasai. Ouais. Bon. Et le wild, c'était tout l'extérieur. Okay, c'était tout l'extérieur. Et eux, ils étaient protégés. Et puis, ils ont pris de la puissance. Ils se sont multipliés. Ils ont créé des villages, des cités, des villes. Et en fait, c'est comme si tu imaginais la frontière qui les sépare du wild, leurs broussailles là, qui sont autour du clan, autour du feu, qui s'écartent. Et c'est là que j'ai l'image
Oui. de largeur infinie, un plan infini. Et au départ, au milieu de ce plan, un petit cercle qui délimite la zone, on va dire civilisée, de The Wild autour. Et si ça grandit indéfiniment ce cercle, parce que l'homme civilisé prend de la place, mais il y a toujours du wild à l'extérieur. Sauf que, quelle est la différence topographiquement? La Terre n'est pas plate. Je suis désolé de le dire aux terreplatistes qui nous écoutent. La Terre n'est pas plate, elle est sphérique. C'est une vérité. Et donc maintenant, refais la même expérience. Prends un cercle, pose-le sur une sphère, et fais C'est le cas grandir. de ça, là. Oui, et fais grandir ce petit disque au départ, ce petit cercle. Petit cercle comme ça. Puis grandit. Et bien au bout d'un moment, il va choper un hémisphère entier, et puis il va encore grandir, et hop, il va y avoir une inversion. Le wild va être petit, et le civilisé va être grand. Et c'est exactement ce que j'ai en tête. C'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur se sont inversés. Si l'extérieur c'était The Wild, maintenant ce que je vois c'est que le Wild il est où? Il est dans les parcs. Il est dans les parcs. Le parc Kruger, c'est le Wild, soi-disant, mais en fait il est petit. Il y a les hommes tout autour. Le Wild n'existe plus, c'est ça que je veux dire. Mais tu nous as fait ça déjà dans une Mais vidéo. le Wild existe comme un mythe en fait, comme une Je vous représentation. la mettrai en lien parce qu'il nous a déjà fait une démonstration du wild. Mais je raffine mon monde. Il n'y a pas un seul petit disque qui s'étend et qui prend possession de la scène. Ah, des Esquimaux. Il y a plusieurs disques en fait. C'est comme pas un cancer, mais enfin il y a plusieurs disques qui correspondent à plusieurs petits villages qui grandissent et qui créent une matrice. Donc l'image elle est un peu plus complexe, mais elle reste vraie. En fait, maintenant le monde est quadrillé. Et la nature au sens sauvage du terme n'existe plus que comme petite zone clôturée, mais elles sont à l'intérieur en fait, et c'est l'homme qui est à l'extérieur qui envahit tout, qui est le plus grand. Voilà la problématique à laquelle on fait face quand on cherche le wild en voyage. Bah, il n'est pas seul sur cette terre, mais ils sont pas nombreux, je crois. Et moi, j'en ai pêché un. Mais je l'échangerai pour rien au monde. Hein. Donc, qui était Christopher? On va peut-être l'appeler Christopher tout court. Alors, j'ai remarqué que par une curieuse coïncidence, McCandless, ça fait penser à Candor, la candeur, et à Candide, le personnage de Candide. Et c'est quelqu'un qui était assez candide, justement, dans sa démarche. On peut dire que c'était un idéaliste, je crois. C'est surtout ça qui le C'est quelqu'un caractérise. qui a toujours été à part, même petit. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas jouer avec les autres dans la cour de récréation. Adolescent, pareil. Il était seul dans sa chambre à lire. Sa sœur a écrit sur leur vie et il s'avère qu'il n'a pas eu une enfance très facile. En fait, il avait des parents qui buvaient, qui étaient violents. Dès qu'il a pu, il a pris le large. Et il a quand même été jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et le lendemain, il a quitté sa famille et sa région pour partir sur les routes, tout simplement. C'est exactement ce qu'il faut dire. En fait, il faut utiliser précisément ce terme sur la route. Pourquoi? Parce que sur la route, c'est le titre d'un livre qui a inspiré toute la génération des beatniks. Donc là, on se situe historiquement et sociologiquement avant l'apparition des hippies. Mais les hippies vont aussi être présents dans l'histoire de Christopher McCandless, puisqu'on est sur les Américains les jeunes Américains, la jeune génération, qui va s'opposer un peu à la génération précédente et qui va chercher l'aventure. Or, le fait est que l'aventure pour les Américains, c'est quelque chose de particulier parce que la conquête de l'Ouest fait partie du roman national américain, mais après avoir conquis l'Ouest, après avoir conquis à la limite la Lune, la question était de savoir ce qu'ils pouvaient encore conquérir. Et pour les Américains, la conquête d'autre chose que ce qu'avait déjà conquis la génération précédente, c'est en général quelque part le Grand Nord et c'est la vie sur la route. Et donc c'est cette génération d'auteurs qui étaient d'ailleurs à la fois des voyageurs mais aussi des écrivains et des poètes qui ont inspiré McCandless.
Alors bien sûr, Sean Penn, il a pris des libertés en tant que cinéaste. Il n'a pas révélé le fait que son enfance était difficile, par exemple. C'était un choix de sa famille, donc il l'a respecté. Ensuite, il a pris des libertés dans le sens où il a dit que, quelque sorte, par rébellion vis-à-vis de sa famille, il était parti sans papier, sans argent, c'est-à-dire qu'il avait tout laissé. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on a retrouvé son corps, on a retrouvé sa carte de sécurité sociale et de l'argent qu'il avait quand même gardé sur lui. Il est pas... Après, c'était un idéaliste dans le sens où il est parti sans avoir de but précis et sans avoir vraiment s'être renseigné. C'est pour ça que c'est Oui, mal mais terminé. je crois que c'est ce qui favorise la projection que la plupart des spectateurs peuvent faire dans le personnage de McCandless. C'est quelqu'un qui n'avait pas une destination, mais qui avait un chemin, si on veut prendre le gros poncif en fait du voyageur. Hein. Vous savez, le voyage, c'est pas la destination, c'est la route, c'est la trajectoire. Ce qui n'est pas entièrement faux, hein. Nous on n'est pas là pour juger, on n'est pas meilleur que lui, hein. Il n'y a pas du tout de sentiment de supériorité. C'est juste que en fait, sa démarche est tellement naïve par certains côtés qu'elle permet de caractériser quelque chose qui est la recherche d'une sorte d'utopie qui n'existe pas en réalité. Il aurait très bien pu revenir à la raison en fait s'il n'était pas mort. C'est quelqu'un dont le parcours a été en quelque sorte sacralisé et devenu mythique à cause de sa mort en fait. Les gens se projettent aussi beaucoup dans la fin de McCandless parce que McCandless, comme James Dean en fait, meurt dans la fleur de l'âge et donc illustre, il ne vieillit pas. Donc il est en quelque sorte figé dans cette candeur et dans cet idéalisme un peu adolescent ou post-adolescent qui est celle du voyageur sur la route, libre de faire ce qu'il veut, libre de toute attache, libre de tout argent, hein, idéalement, hein, pas tout à fait, mais on n'est pas très loin de cette idée-là. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que... Il est parti de Fairbanks, comme nous. Alors il est parti, avant ça, il est parti de chez lui. Il a eu différents épisodes qui étaient caractérisés à la fois par le voyage solitaire, où il était seul, il a rencontré d'autres personnes, il a fait des rencontres structurantes. Il a été intéressé par la vie hippie, donc il a fréquenté les communautés hippies, les communautés un petit peu libertaires, mais il était sans doute aussi solitaire un petit peu dans l'âme. Il a continué la route, il a gardé des contacts. D'ailleurs, le titre du film, Into the Wild, vient d'une carte postale qu'il a écrite à un de ses correspondants qui habitait à Madison, dans le Wisconsin. Et puis, il a continué sa route et il se trouve qu'il est arrivé au nord de l'Alaska, en bordure du parc de Denali, au mois d'avril. Donc, il y avait encore de la neige, mais l'été s'annonçait et donc il s'est dit qu'il allait faire une étape, vivre une sorte d'extase à cet endroit-là. Et il a trouvé un bus abandonné et puis il a tout simplement... C'était un bus. Une compagnie d'exploitation, je crois, minière peut-être. Ah, voilà. Non, de construction. Je crois que c'était un bus il y avait trois bus qui servaient à loger les employés. Ils en ont enlevé deux et ils en ont laissé un sur place. Donc Christopher est arrivé et il s'est dit je vais m'installer là. Voilà. Alors ce qui pourrait donner l'impression que on se moque de lui, c'est que, enfin moi j'ai envie de dire, le mec il s'était quand même pas beaucoup renseigné puisque à quelques centaines de mètres de là où il est mort, il y avait des abris, parce que ça fait pas non plus si longtemps que ça fait 30 ans, hein. Il y avait des abris, il y avait des refuges avec de la nourriture, avec des couvertures pour les randonneurs. Et s'il avait demandé juste au village d'à côté, on lui aurait dit, enfin bon, il n'était pas très renseigné, il avait pas envie de se renseigner. Je pense que c'est juste de l'inconscience. Je pense qu'il était beaucoup plus raisonnable que sa vie peut n'en donner l'air et qu'il a eu des moments, évidemment, comme nous tous, il a voulu échapper à tout, en gros, il a voulu qu'on lui foute la paix. Et donc, il était parti pour une sorte de retraite, en fait, mais il n'avait pas dans l'idée non plus de faire un truc exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un aventurier en peau de lapin. Si on raisonne en termes de pure aventure, c'est pas du tout un aventurier, mais il prétendait sans doute pas l'être. Il prétendait vivre rien d'autre qu'une aventure intérieure, et donc respect à lui pour ça, c'est son droit le plus intégral. Mais si on s'imagine qu'il a fait quelque chose d'extrêmement difficile, que personne n'a jamais fait avant, et qu'il est mort un peu comme Shackleton aurait pu mourir pendant la conquête du pôle Sud, on se trompe complètement. Il est mort. Il y a un village juste à côté. C'est juste un concours de circonstances malheureux, on va dire. Alors, il y a eu une montée des eaux quand même.
La rivière est montée et du coup, ça l'a empêché de revenir en arrière. Bien sûr, on peut toujours trouver les circonstances, et puis il est mort Il a à mangé Paris. des racines de pommes de terre. Il y en a qui disent qu'ils sont dangereuses, d'autres qui sont... Il était très affaibli parce que... Non, il était très affaibli et c'est surtout que ça a une maladie qui s'appelle je ne sais plus quoi, je l'ai lu hier mais je m'en souviens plus. Et en fait, ces graines de racines de pommes de terre paralysent les membres. Effectivement, il a écrit des mots en disant je peux plus bouger de mon lit. Donc à la fin, il rampait, donc il pouvait plus s'alimenter. Donc il est mort. Il est mort dans son lit parce qu'il était trop faible et il est mort de faim tout simplement. Et il y a des randonneurs 2 mois après qui sont passés et qui ont senti une odeur bizarre. Et il y a un chasseur d'élan qui passait. Ils lui ont dit vous voulez pas venir avec nous parce que vous avez un peu les prêtes. Et le gars est rentré. Effectivement, ils ont trouvé Christopher mort depuis 2 mois. Il pesait plus à ce moment-là que 30 kilos, donc Il est avait évident perdu toute sa masse musculaire à il cause était de ces super fameuses affaibli. graines de pommes de terre. Voilà, c'est juste ça qui est un peu triste. Après, je pense que, et il l'a dit d'ailleurs, il a dit ne soyez pas triste pour moi. Il a fait un mot pour sa famille. Il était dans une retraite assez touchante en fait, dans son idéalisme adolescent, et il est mort accidentellement en plein milieu en fait de cette sorte de crise mystique. Et alors on en a fait un héros. Maintenant c'est peut-être le moment d'essayer de comprendre pourquoi en fait on en a fait un héros. Peut-être parce qu'il était jeune et assez beau en fait, et que donc la projection est facile en fait dans ce genre de personnage. Parce qu'il reprenait donc encore une fois toute la mystique de Sur la route en fait, le livre culte de la génération beatnik. Mais au-delà en fait, et c'est ça qui nous interroge en tant que voyageurs, je crois qu'il faut tout simplement réfléchir au titre Into the Wild, et donc réfléchir à ce que signifie The Wild. Bon, il est à noter que le terme utilisé c'est The Wild, donc The Wild, la traduction française, ça va être le sauvage. On aurait pu utiliser wilderness, parce que wilderness veut aussi dire vie sauvage. Je pense que le choix de wild plutôt que wilderness, c'est presque plus un choix phonétique en fait, c'est plus sonore, c'est plus rapide, ça marche mieux pour un titre. Mais la question de fond qui est posée, c'est celle de ce que signifie la vie sauvage dans la dimension presque symbolique. Parce que le monde s'est toujours trouvé divisé, presque toujours, hein, c'est presque un invariant anthropologique, et d'ailleurs là on parle d'anthropologie plus que de philosophie. Le monde humain, pour presque toutes les espèces, indépendamment les unes des autres, c'est souvent divisé entre ce qui était humain et ce qui ne l'était pas. Alors il y a encore le domaine du divin, c'est une autre chose, là on parlerait métaphysique. Mais pour l'homme, y compris l'homme préhistorique qui regardait autour de lui, il y avait ce qui appartenait à son environnement, qui maîtrisait plus ou moins. Ça pouvait être juste sa caverne en fait, et ses armes et ses enfants, et puis c'était tout, ça s'arrêtait là, et puis tout le reste du monde. Et ce sont des... les concepts sont restés les mêmes, même si évidemment notre compréhension du monde, et même au-delà du monde au sens globe terrestre de l'univers, s'est trouvé modifié, et évidemment singulièrement par la science. Il existe une notion géographique, alors d'anthropologie géographique, on est vraiment à la limite des deux, qui s'appelle l'œcumène, et qui mérite d'être explicité un petit peu ici. L'œcumène désigne le monde ou l'univers anthropisé. Alors ça fait un mot un petit peu compliqué, mais anthropisé, ça veut dire monde où l'homme intervient en quelque sorte. Ça ne se réduit pas au monde qui est le monde urbain. Le monde rural est aussi considéré comme partie prenante totale de l'œcumène, parce que c'est un monde qui est arraisonné. Là, j'utilise le terme d'arraisonnement dans le sens de Heidegger, arraisonné par l'homme et la technique qui ne font qu'un, en gros. Ce qui n'appartient pas à l'homme et à sa technique et à l'homme, parce que là, il y a en plus une inversion qui se produit avec l'émergence de l'IA entre la domination par l'homme et la domination par la technique. Ce qui échappe à ça, c'est la nature, voire, on pourrait imaginer, dans une approche plus spinozienne, Dieu, puisque c'est Deus sive natura, Dieu, donc la nature, selon dans l'approche spinozienne. Et il est très important de voir que le voyage, dans le projet en fait qu'il constitue, est souvent une tentative, même insu,
d'aller à la limite de l'œcumen, c'est-à-dire d'aller découvrir ce qu'il y a aux limites du monde à raisonner par l'homme. Je vous prends un exemple peut-être très concret. Vous voulez visiter un glacier. Le glacier, pour vous, ce sera le monde non anthropisé, ça sera le wild en fait. Et vous allez au Perito Moreno et vous vous trouvez sur des passerelles qui ont été mises en place par l'homme pour pas que justement l'abondance de touristes, y compris nous, hein, on n'est pas en train de se distinguer des autres, hein, on parle des touristes en général, y compris nous. Il y a les passerelles en bois. Ça, c'est la limite de l'œcumen. Et on voit comme ça au loin, on devine en fait le contraire de l'œcumen qui porte un nom étrange qui s'appelle l'érème. C'est un mot qui est très peu connu. Mais l'érème, en fait, c'est le sens conceptuel anthropogéographique qui correspond à The Wild. C'est exactement la nature. Et Sans je dirais intervention que... Mais j'irais plus loin. Parce qu'en fait, on ne se situe pas vraiment dans un registre pratique, on se situe dans un registre purement mental et symbolique. Donc je dirais que pour moi, la vraie traduction de The Wild, c'est l'inconnu en fait. C'est Into the Wild, c'est aller dans l'inconnu. Et c'est ce que cherchent les voyageurs en fait, ils cherchent à sortir de leur zone de confort, comme on dit, c'est assez logique. Donc c'est quoi la zone de confort? C'est la zone anthropisée. C'est la zone où alors selon les cas, ce sera un camping-car confortable, ou alors pour les gens qui sont un peu plus aventuriers, un van comme nous, ou alors pour ceux qui veulent encore plus, eh ben, un 4x4 avec tente de toit, ou alors pour ceux qui veulent encore plus, je sais pas, un 6-6, comment dire, un Pinsgauer, ou alors un prototype qui va... Mais tout ça, en fait, c'est la technique qui nous accompagne. C'est très rare. En fait, pour être seul dans l'érème, en dehors de toute œcumen, mais il faudrait déjà se débarrasser de la technique. Donc, il faudrait commencer par se déshabiller. Il ne faudrait pas avoir d'appareil photo. Puis, il faudrait se balader tout nu là, dans la glace. Mais... Donc, ce que je veux dire, c'est que bien souvent, la recherche, et ce que cherchent les voyageurs, nous, on passe pour des aventuriers, on est des aventuriers en peau de lapin pire que Christopher McCandless, on en a bien conscience au moins. C'est une recherche qui est vaine, c'est tout ce que je veux dire, c'est que l'homme se transporte avec lui-même. Il y a une citation que j'avais bien citée quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était le cheval le plus rapide du monde, que trouve-t-il au bout de sa course? Lui-même. Mais voilà, l'homme voudrait trouver quelque chose qui n'est pas humain, il voudrait connaître l'inconnu, mais il faut d'abord commencer par se rendre compte que c'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas connaître l'inconnu. On peut en faire l'expérience à la marge. Et c'est tout ce qu'on fait en fait. Et c'est tout ce que Christopher McCandless a fait. Il est allé à la marge de The Wild. Il a entrevu The Wild, mais il l'a entrevu surtout mentalement, en fait, psychologiquement. Et n'importe qui d'entre vous, à la limite dans un canapé, vous pouvez très bien faire exactement la même démarche. C'est pas la peine pour ça d'aller jusqu'à Fairbanks ou jusqu'au parc de Denali. Donc c'est toutes ces réflexions en fait qui accompagnent, je pense, le film Into the Wild, qui sont pas forcément conceptualisées, elles sont juste illustrées par le personnage de McCandless. Et voilà, je pense qu'on y reviendra peut-être, mais le développement était déjà assez long. Mais il est évident que ces réflexions sont centrales dans la démarche du voyage. Et on peut lire 1000 récits de voyageurs, et souvent des récits touchants, même des gens qui sont parfois un peu dépressifs, qui cherchent quelque chose, qu'ils ne se rendent pas compte que le voyage ne peut pas tout faire non plus, en fait, ne peut pas tout résoudre. Le voyage, c'est que, à nos yeux, c'est qu'une tentative un peu dérisoire, mais quand même touchante dans son intention d'être ce qu'on n'est pas, en fait, de faire un pas de côté. Mais ça ne peut pas être une solution à tous les problèmes, et surtout pas à tous les problèmes existentiels. Comme on sort du parc Denali, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir le bus qui a servi de réplique au vrai bus de Christopher McCandless, qui a donc servi dans le film Into the Wild de Sean Penn. Allez, on y va. Et voici le bus, le fameux bus. Ce bus, c'est que la réplique, et on a le droit de monter dedans apparemment. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble. On va voir si c'est en meilleur état que la navette spatiale par exemple. Hi. Bon ben c'est assez primitif quand même, hein.
les installations se résument à un volant pour la conduite à l'avant. Un tableau de bord quand même assez primitif, mais le volant tourne, les roues moins. Bon, alors on voit que l'aménagement du bus est assez sommaire, ils ont reconstitué le poêle qui est ici. Évidemment il fallait se chauffer même si Christopher était là principalement pendant l'été. Oui, il est arrivé sous la neige. D'avril à septembre, il est mort en septembre. Il est arrivé sous la neige, on le voit là sur une photo où il arrive dans la neige en avril, par là. Là. En fait, il y a des vraies photos qui sont oui, ces photos qu'il a prises lui sont exposées. Voilà, Magic Bus. Et le film, le mot Into the Wild vient de ici en fait. Ici. Il dit I now walk into the wild. Et voilà, c'est une carte postale qu'il a adressée à un de ses proches. Et ici, en fait, ce sont les derniers messages qu'il a laissés, qui ont été travestis par le film, d'où la polémique, parce qu'en fait, c'est quand même, c'est pratiquement le cœur, le ressort, on va dire, dramatique du film, qui est remis en question, sauf si on considère que que l'histoire racontée est une histoire inspirée, mais librement inspirée, donc finalement assez peu conforme à la réalité. Alors que Chris, lui... Il faudrait que tu précises que tout le monde n'a pas la dernière phrase du film en tête. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous, quelque chose comme ça. Alors que là, ça veut dire? Alors que là, j'ai eu une belle vie, je remercie le Seigneur, au revoir, et que Dieu bénisse tout le monde. Et, évidemment, il a des messages qui sont assez positifs, alors que lui-même était quelqu'un qui n'était pas forcément positif, puisqu'il avait beaucoup de rancœur en lui, apparemment, pour partir et quitter la civilisation. Donc c'était pas du tout le philanthrope qu'on peut imaginer, tout au contraire. Mais bon, on le voit assez souriant sur les photos. Et puis il appelait à l'aide, en fait, effectivement. Ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il s'est vu partir, sans doute. Il savait qu'il était en danger, en tout cas. Puis il savait pas sans doute qu'il allait mourir, mais il savait qu'il prenait le risque de mourir, c'est tout. C'est deux choses qui sont un peu différentes. Hein. Donc même si on sait que ce n'est pas le vrai bus, c'est quand même émouvant. Hein? Bien sûr, mais d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est toujours dans des représentations mentales. Donc, peu importe, à la limite, que ce soit le vrai bus ou que ce soit une réplique. Finalement, c'est un peu la même chose. Après, on a cherché, de manière un peu dérisoire, à aller jusqu'au bout de la piste, en fait, au bout de la route, en fait, en allant au plus près de là où on pouvait, de ce qu'on pouvait approcher du lieu final de vie de McCandless. Je veux bien essayer à pied. Où? Au milieu, traverser pour voir. Non. Quelle est la nature du sol? On va pas rejouer Into the Wild. Non. Si je vois que c'est hyper facile, si je vais le faire. Si je vois que c'est hyper facile. Je vous annonce que apparemment nous allons y aller. Vu qu'il a de l'eau simplement, même pas aux chevilles. Donc si vous n'avez plus de nouvelles de nous et que quelqu'un trouve ce film, bah voilà. Le bus, pour le réparer, il a été emmené à la faculté. Donc on l'a aussi ensuite pisté jusqu'à l'université de Fairbanks. À la recherche du vrai bus 142 cette fois. Que normalement en restauration ou en fin de restauration dans ce bâtiment, Joseph Musibelli Building. On est à la faculté de Fairbanks. L'université, On a été vraiment bien reçus. Ouais, c'était mignon. Parce Ils étaient gentils les gens, on leur expliquait, on était un peu gênés, on a dit on vient voir. Mais moi je crois qu'on peut plus le... Il devait être là. Il devait être là son temps. Mais oui, c'est ça. Et on a fini par arriver dans le bureau d'un boss quelconque qui nous a dit mais non, il n'est pas là. Il est au garage en train d'être refait et on donc vous ne pouvez pas le voir. Pas de chance, on vient de demander à plusieurs personnes et donc le bus était bien là et on sait maintenant qu'il ne sera pas au musée comme il a été écrit, mais qu'il sera dans les bois en fait, dans les bois qui sont les bois du campus
de l'Université de Fairbanks. Mais malheureusement, il n'y est pas encore. On le rate pour quelques semaines. Mais bon, on aura tout fait pour le trouver. On n'est pas loin en tout cas. Oui, il est écrit sur internet qu'il sera au musée et qu'on pourra le visiter à partir de 2025. Mais apparemment, c'est une blague. Mais c'est vrai qu'il faut un appel aux dons pour. Ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire un accès pour pouvoir y aller. Ils voulaient le mettre d'abord au musée, puis à l'extérieur du musée. Et c'est Ouais. ce qu'ils vont faire en fait. C'est à l'extérieur du musée, mais dans les bois en fait. Ouais. C'est un peu la même idée. Voilà, bon ben, bye bye le boss. Et puis, de toute manière, on était près du bus, de l'endroit initial du bus sans y arriver tout à fait. Et là, on est près du bus lui-même sans être tout à fait au bus. Et finalement, l'histoire se répète, c'est bien comme ça. Mais ça a juste montré, et c'était amusant en fait, qu'on était pratiquement les seuls à faire la démarche avec autant d'insistance, parce que sinon il y aurait eu beaucoup de gens qui poseraient la question. Non, on voulait vraiment voir le buste de McCandless et on était tout près, on était à quelques dizaines de mètres, mais on ne l'a pas vu. Et encore une fois, ça n'a pas d'importance parce que tout est mental, donc on s'en fiche complètement en réalité. On avait conscience du côté presque humoristique et dérisoire de la démarche. Voilà pour cette expérience qui était malgré tout bonne Et, expérience. d'autant plus que nous, je vais faire un peu d'humour noir, mais on a survécu quoi. C'est vrai qu'on a suivi la piste la piste imaginaire On a failli rester dans l'eau. de McCandless, on a survécu. Et donc on allait pouvoir reprendre la route, donc sur un registre différent. Alors pour le coup, ça va ressembler à la vraie aventure, bizarrement, la semaine prochaine. Oui. Parce que nous, Ah on est un peu allé à nos limites pour le coup. Oui. En tout cas, on n'est pas encore une fois des grands aventuriers, donc nos limites sont sans doute assez basses, mais on les a bien atteintes, en tout cas, lors de la semaine prochaine où vous nous verrez aller vers et au-delà du cercle polaire arctique sur une Dans piste notre vieil Oscar, hein. qui n'était pas prévue pour nous. En fait, on a été emmenés, non pas de force, on est vraiment parti de bon gré, mais on est parti avec nos amis Coco et Christian vers, je ne sais pas si c'était vers le Wild, mais en tout cas c'était vers le nord, ça c'est sûr. C'était un peu vers le Wild. Ouais. Allez, à la semaine prochaine.